Chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de ce soir. Votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants et marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Au menu du numéro de ce soir, nous parlerons d'abord de la rentrée scolaire 2022-2023 au Niger. Environ 4 millions d'élèves et plus de 100 000 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national le lundi 3 octobre. Ensuite, nous analyserons la troisième édition du mois d'octobre, mois du consommé local dans l'espace UEMOA, couplé à la sixième édition du Salon Made in Niger. Enfin, nous terminerons avec le deuxième coup d'État perpétré au Burkina Faso le vendredi 30 septembre 2022. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir Maïmouna Diado, elle est journaliste indépendante. Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Et Hussein Issa, journaliste indépendant également. À la modération du forum de ce soir, je suis Michel Deji. Débutons ce forum de la presse par la rentrée scolaire 2022-2023 au Niger. Environ 4 millions d'élèves et plus de 100 000 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école sur l'ensemble du pays le lundi 3 octobre. Selon le ministre en charge de l'Éducation nationale, les réformes engagées dans le secteur éducatif vont se poursuivre, notamment la construction des classes en matériaux définitifs pour remplacer les classes paillotes. Aussi, dans le projet du budget national de 2023, plus de 78 milliards de francs CFA sont proposés pour les constructions de salles de classe. Maïmouna Diado, dans quelles conditions cette rentrée scolaire de l'année 2022-2023 a été lancée? Merci Michel. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, je me dis que ça a toujours été à peu près la même chose, hein. C'est les fournitures scolaires, en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est que pour ce qui est de cette rentrée scolaire, il n'y a pas eu assez d'engouement. Assez d'engouement dans les préparatifs. On a comme l'impression qu'il n'y aura même pas de rentrée scolaire. Puisque quand nous avons approché les différents syndicats, ils nous ont fait comprendre que pour qu'il y ait une bonne rentrée scolaire, il faut que le gouvernement respecte d'abord le protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et les 10 syndicats. Je pense que ça n'a pas été fait, mais quand même, on peut expliquer que la rentrée a eu lieu pour le 3 octobre. Comme on l'a toujours dit, c'est une rentrée politique. La vraie rentrée reste à faire en tout cas. C'est les cahiers, les fournitures. Les élèves ont répondu présent, ceux qui peuvent répondre présent. Et maintenant, on attend de voir. Peut-être la semaine prochaine, est-ce que les cours vont débuter? Ça veut dire que cette rentrée est loin d'être effective, c'est ce que vous pensez? La rentrée scolaire, c'est ce que je dis, c'est loin d'être effective en fait, bien qu'on dit que c'est effectif sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement a fait sa rentrée scolaire. Maintenant, est-ce que les syndicats ont répondu présent? Je pense que les syndicats ont répondu présent. Mais il y a eu également un boycott de la part des scolaires des lycées et collégiens qui ont lancé un mot d'ordre de boycott de cette rentrée scolaire. Donc maintenant, on ne peut dire que ça a été effectif, mais que nous attendons de voir les jours à venir, qu'est-ce que ça va donner cette rentrée scolaire. Et vous savez également qu'il y a des écoles aujourd'hui qui jusqu'à présent, il n'y a pas eu la construction des classes pouvant accueillir l'ensemble de ces élèves-là. Puisqu'on ne parle plus de classes en paillotes, on parle de classes à matériaux définitifs. Donc maintenant, il faut que l'État s'attelle à ça.
Donc, ça veut dire que même à Niamey, quand vous regardez, il n'y a pas eu effectivement d'engouement autour de cette rentrée scolaire, puisqu'il y a dans des écoles où la majorité des classes, ce sont des classes paillotes. La majorité des classes. Donc, quand c'est la majorité des classes, ce sont des classes paillotes, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une rentrée scolaire effective? Puisque le gouvernement dit de ne plus revenir avec les classes paillotes. Maintenant, on attend de voir. C'est progressif, c'est au niveau du préscolaire que c'est interdit. Oui, maintenant même au préscolaire, il y a des écoles, il y a des classes en paillotes. Il y a des préscolaires où il n'y a même pas une seule classe en matériaux définitifs. C'est des classes en paillotes. Donc là, il faut également essayer de revoir. Si ça doit être... Officiellement, c'est interdit, oui, mais dans la réalité, comme il n'y a pas de moyens... Il n'y a pas de moyens pour pouvoir le faire. Parce que moi, je me dis que si on veut aller dans cette nouvelle idée de construction des classes à matériaux définitifs, il fallait lancer le processus 2 ans avant, en tout cas cette rentrée scolaire. Et aujourd'hui, ça serait avec les inondations aussi. Il y a des écoles qui accueillent les personnes sinistrées dans certaines régions du pays. Merci Mamoun Diado. Gary Amadou, par rapport à cette rentrée, justement, elle a parlé de ce protocole d'accord. C'est vrai, quand on prend un protocole d'accord, c'est plusieurs points, mais le gouvernement essaye de rassurer quand même qu'il y a eu, par exemple, les affectations, les enseignants contractuels ont été payés, il n'y a pas d'aéré. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée scolaire cette année? Non, dire que toutes les conditions sont réunies, ce serait vraiment trop dire. Parce que, même vous l'a rappelé, moi j'aurais aimé que la rentrée ne se déroule pas comme c'est la routine, comme d'habitude. C'est-à-dire que j'aurais voulu que, par exemple, pendant ces vacances-là, que le gouvernement puisse réunir les partenaires, discuter d'abord, parce que, comme elle a dit, les syndicats ont des plateformes de négatives, la section collégienne et lycéenne a des plateformes de négatives, se réunir avec ces structures-là, discuter, et maintenant, même si on ne peut pas satisfaire, on sait que le gouvernement ne peut pas satisfaire toutes les demandes, mais au moins faire des promesses pour que la sérénité, en tout cas, prévale, en tout cas au début de l'année scolaire. Même si c'est pour faire des promesses, mais au moins le simple fait de réunir les syndicats, n'est-ce pas, de l'enseignement, la section collégienne et lycéenne, de les réunir, de discuter avec elles sur les préparatifs de la rentrée, les impliquer, parler de leur comment on appelle ça, plateforme démocratique, c'est extrêmement important. Ça permet un peu de décrisper le climat concernant la rentrée scolaire. Maintenant, on a évoqué la question des classes en paillotes. C'est vrai que le gouvernement avait interdit, suite aux tragédies qu'on avait en tout cas, auxquelles on avait assisté, avait interdit justement les classes en paillotes. Mais voilà, mais malheureusement, le gouvernement sait que c'est pas avec un coup de baguette magique qu'on peut décider comme ça qu'il n'y a pas de classe en paillotes. Il faut construire des classes en matériaux définitifs. Et déjà qu'il y a un processus, comme vous l'avez expliqué, un processus qui est en cours. Déjà, il y a des classes qui ont été construites. Et c'est un processus qui se poursuit. Vous avez parlé de combien? 73 milliards ou je ne sais pas, combien de milliards. Donc, c'est un processus qui va se poursuivre. Et nous espérons peut-être que la rentrée prochaine, on va finir avec ces classes-là, parce que ces classes en paillotes-là. Le deuxième défi, c'est concernant, en tout cas, le matériel scolaire. Comme d'habitude, le gouvernement dit oui, tout est prêt, les fournitures sont là, tout est là. Mais moi, l'année dernière, moi, j'ai vu des enseignantes qui achetaient la craie. J'ai vu des enseignantes qui achetaient la craie. J'ai vu des enseignants qui achetaient la craie. J'ai vu des enseignants qui achetaient le cahier de préparation. Même aujourd'hui, qui achètent les cahiers de préparation. Dans quelle localité? Mais à Niamey. À Niamey, dans la capitale. Mais à Niamey, il y a des gens qui s'asseyent par terre. Il y a des écoles, sans oublier le surpeuplement dans les classes. Une classe de 80 élèves, comment une enseignante, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est compliqué. Quels sont les autres défis? On a vu les classes paillotes dans le projet, en tout cas de loi de finances 2023, il y a au moins 78 milliards de francs CFA qui seront destinés à la construction de ces classes paillotes. D'autant plus qu'on le sait, chaque année, le nombre d'élèves augmente. Quels sont les autres défis, Gary, qu'il y a lieu de relever urgemment? Oui, les autres défis concernent justement les tables bancs. Est-ce qu'il y en a assez? Parce que si le gouvernement dit qu'il y en a assez, nous allons faire des reportages pour constater. Et on ne va pas aller loin, rien que de Niamey. Il ne faut pas qu'on voit des élèves assis par terre. Les téléfilms, on va dire que non, c'est du sabotage. Non. Les téléfilms, c'est qu'elles voient. Donc, il faut prendre des dispositions pour que, au moins,
Tandis que, parce que le gros scandale, c'est que la capitale même, qu'on vous dise que des élèves sont par terre, il n'y a pas de banc, ou que des élèves sont sur des briques, ou qu'on vous dit que des élèves amènent leur natte. Ça, c'est à Niamey. Donc, oui, et donc je pense que c'est comme d'habitude, on annonce que tout est... Mais nous, on attend de voir. Mais déjà, comme l'a dit Memouna, c'est un peu très mal parti parce que les syndicats déjà commencent à grogner, la section collégienne et lycéenne, elle peut paralyser l'école. Hein. Et donc, elle est déjà en grogne. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des problèmes. Donc, la sérénité n'est pas au rendez-vous pour le moment. Merci beaucoup. Ousseinissa, le gouvernement dit très souvent que l'éducation, en tout cas, fait partie des grandes priorités au niveau même de la politique générale au niveau de l'État. Selon vous, comment réussir à relever tous ces défis énumérés par Maïmouna et Gare? Vous savez, Michel, en matière d'éducation, comme dans tous les autres secteurs, le problème de ce pays, les gens passent le temps à discourir. C'est pas qu'on ne connaît pas les problèmes, n'est-ce pas? C'est bien beau de dire que c'est une priorité. Mais d'accord, vous savez que c'est une priorité. On se donne les moyens pour que cette priorité-là, on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en investissant dedans. Mais pas venir simplement dans le discours qui dit non, c'est une priorité, l'école c'est une priorité. À compter de la décennie 2000, quand le régime est arrivé, ils ont dit on va finir avec les classes payotes avant la fin du deuxième mandat de président Issoufou. C'était le programme spécial. Mais s'il te plaît, ce n'est pas la continuité. Est-ce qu'on en a fini avec? Bazoum a hérité de ça. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on se résume au discours. On fait le discours pour juste épater les citoyens, les populations. Parce que moi, j'ai dit, des questions comme l'école, comme la santé, comme le développement, l'agriculture et tout, c'est des questions d'intérêt, des questions de souveraineté. On n'a pas à attendre que quelqu'un vienne nous aider à faire les choses que nous voulons faire. Mais malheureusement, dans ce pays, on a comme l'impression que les gens démissionnent, on attend les partenaires. Eux-mêmes ont leurs propres problèmes. Est-ce que c'est les partenaires qui vont venir nous construire des classes en matière définitive? Et on avance comme argument le boom démographique. Mais on planifie. On sait à peu près chaque année combien d'enfants vont arriver au stade d'aller à l'école. C'est compliqué ça. Il y a des statistiques, on peut faire des projections et tout. Est-ce qu'on fait ce travail? Les gens se mettent dans leur coin, il y a de l'argent. On dit dans le budget 78 milliards vont être consacrés. N'est-ce pas? C'est ça qui est dit dans le budget, non? N'est-ce pas? 70 milliards pour la construction des classes, machin. Mais si on y prend garde, une bonne partie va être détournée à d'autres fins. Voilà le mal de ce pays. C'est pour ça, moi, le discours, ça ne me dit plus rien. Vous faites le lien avec la gouvernance. La gouvernance, bien sûr, mais la gouvernance dans tous les secteurs. Non, il ne faut pas aller chercher loin. Hein. Quand c'est mal géré, là. Parce qu'il y a les fonds. Aujourd'hui, il y en a, c'est pour eux une aubaine. Ou bien aller faire du n'importe quoi. Construire des classes qui ne vont pas résister pendant 2-3 ans. Alors qu'une classe doit être durable. On a vu des bâtiments qui ont été construits parce qu'on a donné à des entrepreneurs qui ont construit, je ne sais pas, dans la région d'Arlit ou d'Agadez, là, un hôpital qui a été créé avant d'être réceptionné, ça a commencé à tomber. Alors, est-ce que la personne a été sanctionnée? Il n'y a pas eu de sanction. Ça veut dire qu'on fait plus de discours, je ne sais pas, pour épater, qu'on agisse et qu'on se dise, voilà ce qu'on veut avoir comme résultat. Ici, pour un peu étendre ça à l'université, on est parti voir un monsieur, il dit, c'est une tente marocaine. Première bourrasque, les tentes s'effondrent. Alors, venez dire que, voilà, on a mis tel montant. C'est bien beau d'annoncer les chiffres. Mais ce qui est encore plus important, c'est la réalisation. On a dit qu'on ne veut pas de classes en partie. Si on s'y était mis depuis là, on aurait pu en finir avec. Aujourd'hui, il y a plus de 36 000 classes en période. Cette année, malheureusement, les enfants vont devoir étudier dans les classes en période, à tous les niveaux. C'est-à-dire, même dans les zones un peu, dans l'arrière-pays, il y a des collèges, il y a des lycées où vous allez trouver des classes en période.
Parce que tout simplement, on n'a pas pris les choses en main rapidement pour pouvoir en finir. Parce que ce n'est pas à l'approche de l'année scolaire, de la rentrée scolaire qu'on va vouloir dire on va finir avec ça, on va finir. Voilà le problème de ce pays, c'est le discours. Les gens se limitent au discours, alors qu'on a besoin d'agir. Il faut donc plus agir. Merci beaucoup pour sauver le système éducatif nigérien. C'est cela qu'il faut. On vous a bien compris. Nous passons en quelques secondes de Gary. En quelques secondes, je pense quand même aux élèves de la région de Tillabéri avec cette rentrée scolaire-là. Parce qu'à Tillabéri, dans beaucoup de zones, les élèves ne peuvent pas aller à l'école. Il y a eu 890 écoles fermées à la date d'août 2022, il faut le rappeler. Moi, j'ai une pensée particulière pour ces enfants-là. La rentrée a eu lieu, mais est-ce que la rentrée a eu lieu dans la région de Tillabéri pour ces écoliers-là? Qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, j'ai une pensée émue pour ces gens-là. Je voulais juste finir sur ça. Merci, c'est vrai, il y a environ donc, et d'autres régions, bien sûr, 77 000 personnes, mais l'État a dit qu'il fait des efforts pour pouvoir leur apporter des solutions alternatives. Merci beaucoup, il faut donc beaucoup agir. C'est ce que Husseini disait en terminant son intervention. Nous passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse. Consommer local, un levier d'accroissement des investissements productif de développement et d'intégration régionale. C'est le thème retenu pour la 3e édition du mois d'octobre, mois du consommé local dans l'espace UEMOA, couplé à la 6e édition du salon Made in Niger. Pendant tout ce mois d'octobre, plusieurs activités vont être organisées au niveau des différentes villes du pays, dont des conférences publiques, des expositions ventes, des foires, des rues marchandes, des journées gastronomiques, etc., a annoncé le ministre nigérien du Commerce, Al-Kash Al-Hada, au lancement des activités. Maïmouna Gado, quels sont les objectifs visés à travers cet événement? L'objectif visé à travers cet événement, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est consommons nigérien, consommons local. C'est amener les Nigériens, les sensibiliser à aller plus vers la consommation locale et que les produits importés. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut également souligner et relever ici, c'est qu'il faut d'abord produire beaucoup pour que ça soit suffisant, la production soit suffisante à tous les Nigériens. Parce que quand ce n'est pas produit beaucoup, moi, je me vois mal aujourd'hui qu'on puisse nous dire consommons nigérien. Il faut donner des exemples, par exemple. Non, quand je dis il faut consommer, il faut produire beaucoup. Dans le domaine de l'alimentation. Dans le domaine de l'alimentation, oui, je parle du domaine de l'alimentation d'abord. Il faut d'abord produire beaucoup pour que ça soit suffisant à tous les Nigériens, pour que tous les Nigériens puissent avoir accès aux produits locaux, les produits qui sont fabriqués ici au Niger. Donc, le gros problème aussi, c'est parce qu'il est bien bon aujourd'hui d'aller vers une sensibilisation. Mais est-ce que la sensibilisation concerne uniquement le mois d'octobre? Il faut élargir ces sensibilisations-là. Parce que moi, de vous à moi, en tout cas, quand je vois par exemple les Nigériens aller tout bonnement dans un centre commercial, acheter par exemple une petite chose qui vient de l'extérieur à des coûts, et aujourd'hui qu'on propose par exemple un produit made in Niger, la personne, à 1000 francs seulement, la personne voit que c'est cher. Parce que la personne ne connaît pas en fait la qualité. Et il faut promouvoir la qualité de ce que nous consommons. Puisque plus il y a des doutes sur ce que nous consommons, plus les Nigériens ne vont pas s'intéresser à ça. Il faut essayer de promouvoir tous ces aspects-là et amener ces Nigériens à comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que vous recherchez, tout ce qu'on exporte pour amener ici au Niger, nous avons les produits qu'on peut le faire nous-mêmes ici au Niger. Quand je parle de l'alimentation, je parle également aujourd'hui de mettre en valeur nos habits traditionnels et tout. Et là aussi, c'est un manque. Quand je prends, par exemple, un film ou une série tournée au Burkina Faso, les acteurs, ceux qui tournent le film, ceux qui sont les acteurs, ils portent
les habits de leur localité. Mais ici, au Niger, quand on regarde, la majorité de nos séries, ceux qui animent ces séries, ces feuilletons, sont habillés autrement. Donc là aussi, il y a une défaillance. Il y a une défaillance parce qu'il faut mettre en valeur... Est-ce qu'il faut se limiter au niveau du cinéma seulement? Non, je prends, c'est des exemples que je suis en train de prendre. Il faut mettre en valeur nos propres tenues à nous pour qu'on puisse savoir de quel pays ou de quelle région, de par, en tout cas, ton style vestimentaire, qu'on sache d'où tu viens. Quand tu te déplaces, tu vas à l'extérieur, il faut essayer de mettre en valeur ton propre pays. Par exemple, ta parure, ou par exemple, tout simplement, il y a les ambassades qui sont dans les pays extérieurs qui doivent valoriser nos produits ici, qui doivent créer les conditions pour que ceux qui sont à l'extérieur, les ambassades qui sont là-bas, puissent au moins organiser quelques forums et autres pour mettre en valeur ces produits-là. Mais ils sont combien aujourd'hui ces ambassades qui le font? Il y en a moins. Parce que tout simplement, c'est des ambassadeurs qui devraient qui devraient faciliter les choses à l'extérieur, mais qui ne le font pas. Donc ça veut dire qu'on est jusque là, on veut consommer local. Mais pour consommer local, comme je l'ai dit, il faut qu'on maximise sur la production. Ça, je parle de l'alimentation agroalimentaire, la filière agroalimentaire. Il faut qu'on essaie d'améliorer. Ça ne marche pas trop quand je vois des engouements au niveau des magasins, des supermarchés et autres là, où il y a des files d'attente même là-bas, où c'est bourré. Et quand tu observes de l'autre côté une femme transformatrice qui a ses produits vendus, les produits locaux, les produits locaux, et qui se retrouve aujourd'hui sans grand monde. Même quand vous partez dans les foires, il suffit de voir les foires. Qu'est-ce qui s'intéresse beaucoup à ces aliments, à ces produits? Ils sont moins par rapport, en tout cas, à ce que vous pensez. Ça veut dire que sur les 21 millions ou 22 millions, presque 22 millions de population, un peu plus d'ailleurs des 22 millions, mais est-ce qu'on a à peu près même les 20% qui consomment en tout cas local? Merci beaucoup. Et quand vous regardez le riz du Niger, on nous a toujours dit de consommer le riz du Niger. Mais quand ça finit, est-ce que c'est facile de retrouver le riz du Niger? C'est ça le nœud du problème. Oui. Quand ça finit, est-ce que... Oui. Est-ce que la production est suffisante? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faut d'abord aller vers une production qui peut suffire à tous les Nigériens. C'est vrai, parfois, il y en a qui trouvent cela paradoxal, que le riz, par exemple, produit au Niger soit plus coûteux que le riz qui est importé. Gary Amadou, quelle explication par rapport au concept de consommer local? Quels sont les enjeux lorsque tous les Nigériens arrivent à consommer local? Elle a parlé par exemple de l'habillement. On voit que quand il y a des cérémonies de mariage, on suit ça. Non, mais j'aimerais d'abord commencer par elle a abordé le sujet de la question du riz du Niger. Vous savez, le riz du Niger, on dit qu'il est plus cher que les autres riz. Mais pourtant, il est très bien consommé. Mais le problème, quand ils l'ont dit, c'est qu'il y a des ruptures de stock. Les gens veulent manger le riz du Niger, malgré qu'il soit le plus cher. Mais il n'y en a pas à un moment. Mais pourquoi il n'y en a pas suffisamment? Mais parce que justement, c'est ce que Maimouna dit. Alors que nous avons 550 km. Oui, mais écoute, c'est ça le problème. C'est-à-dire, pour qu'on puisse avoir le consommé local, et comme Maimouna l'a dit, elle a si bien dit, il faut d'abord une production en masse, en quantité suffisante. Parce que quand il n'y a pas une production en quantité suffisante, ça devient une production pour une sorte d'élite. Est-ce que vous comprenez? Même les transformatrices là, mais elles font de la transformation, mais je suis sûr que si 1000 personnes viennent à la boutique, elle ne peut pas. Elle n'a pas pour 1000 personnes. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce qui fait que c'est difficile. Aujourd'hui, même dans les villages, vous avez les arômes industriels. Je ne vais pas citer de nom, mais les arômes, vous connaissez de quoi je parle. Bien sûr. Dans le village le plus reculé, les villageois maintenant sont habitués, tant qu'il n'y a pas l'arôme là, ils vont dire, c'est pas bon. Pourtant, nous, quand on était tout petit, on a mangé les sauces sans arôme. C'est maintenant qu'on a connu les arômes. Vous comprenez? Mais alors, donc, pour qu'il y ait une sorte de mouvement vers le consommé local, il faut d'abord que l'État puisse aider ceux qui sont en train de faire, par exemple, de l'agroalimentaire, là, qu'on puisse les aider à faire des productions en grande quantité et en qualité. Parce que si il n'y a pas une grande production,
ça va être cher. Mais quand c'est en grande quantité, c'est la loi du marché, les prix vont diminuer, elles seront accessibles. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à l'État d'accompagner. Il faut accompagner ces producteurs-là. Moi, récemment comme je suis dans un réseau de journalistes qui traitent des questions de l'agriculture au sein de l'espace IOMOA, on m'a demandé d'envoyer les productrices ici au Niger, les productrices locales qui sont en train de produire des produits alimentaires et de le vendre pour qu'on puisse leur faire leur promotion. J'ai envoyé plus d'une dizaine. Dans une revue sous-régionale, j'ai envoyé. Je leur ai demandé, envoyez-moi vos images de vos produits, tout. J'ai pris, j'ai envoyé. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais malheureusement, j'ai dit, c'est des produits qui sont fabriqués, mais qui ne sont pas en quantité suffisante. C'est devenu presque des produits de luxe. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on préfère, par exemple, pour les jus, partir prendre je ne vais pas citer de nom. Bien sûr. Oui, les canettes, sans système, mais ou bien importer même de l'extérieur, sous le soleil, on amène. Les gens préfèrent consommer ça plutôt que des produits qui sont là fabriqués avec et les devises du pays quittent naturellement. Mais bien sûr. Quand il y a un mariage, un baptême, il y a au moins 25, 50 000 au lieu de faire, qui quittent le pays. Au lieu de fabriquer par exemple du jus de gingembre avec du citron et tout, et puis mélanger, mettre dans des bouteilles. Ça peut être bénéfique pour les populations qui font la production. On préfère partir commander quelque chose qui est de très mauvaise qualité, peut-être nocif même pour la santé, pour l'amener. Donc c'est un problème réel. Mais ce n'est pas qu'au niveau de l'alimentaire, parce que quand on dit consommer local, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tous les produits. Oui, bien sûr, il y a l'habillement, il y a l'art et tout. La musique. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas au Burkina, dès que tu vas au Burkina, qu'est-ce que tu vois? C'est les habits comme ceux que tu portes, comme ceux que Hussein porte. C'est ça qu'on voit. Le façon d'enfani, on le voit. Dès que tu parles, ils valorisent leurs produits. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous le voyez très bien. Mais alors, au Niger, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. On n'a pas trouvé d'abord le style vestimentaire typiquement nigérien pour le moment, pour le promouvoir. Parce qu'on fait, par exemple, de l'habillement. Quand on met le bazin, c'est l'habillement pratiquement musulman, quoi. Donc, mais l'habillement typique traditionnel du Niger, là, on n'en fait pas la promotion. Fort heureusement, ces derniers temps, je vois une sorte de tissu qui ressurgit avec des motifs nigériens. Les gens, il y a un amour pour ça, un attrait pour ça. C'est extrêmement important, mais il faut vraiment faire en sorte que le label Niger, là, qu'on puisse le consommer, qu'on puisse le valoriser. Mais là, c'est un travail au niveau de l'État qui doit appuyer, j'ai dit bien, les producteurs dans tous les domaines, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la production culturelle, dans le domaine de l'audiovisuel, etc. Faire en sorte que vraiment on puisse avoir des produits qui seront accessibles et qui vont être à la portée de tous et à moindre coût. Merci beaucoup, Gagé. Hussein Issa. Je voudrais seulement dire que sur ce plateau, même, on n'est pas habillé consommant local. Michel, vous êtes à... Il faut défendre le panafricanisme, c'est une coïncidence. Moi, je suis habillé en occidental. Moi, j'ai mon mais on est en Mali. Donc c'est un peu c'est triste quand même. Le Niger ne se retrouve pas. Voilà. Merci beaucoup, Seynissa. Quels sont les enjeux? J'ai pensé à ça avant l'enregistrement de ce forum. J'ai dit, je vais porter ça quand même, parce que c'est le panafricanisme également. Quand on porte un habit qu'on retrouve dans un autre pays, puisqu'on ne le porte pas tous les jours. Il essaie de se justifier. Oui, Seynissa, quels sont les enjeux de votre point de vue et comment réussir véritablement? C'est vrai, il explique que vous et moi, par exemple, on ne porte pas un Nigérien. Comment faire pour qu'on puisse réellement être au quotidien dans cette consommation locale à tous les niveaux? Michel, je pense que maintenant, comme Gary, on dit tout. Il ne faut pas tourner autour du pot. Comment on peut consommer local quand on ne produit rien? Ou on produit en infime quantité? S'il te plaît. On est toujours dans des situations de déficit. Souvent, le mil que tu manges là, c'est du mil qui est importé du Nigeria. Le maïs que tu manges là, c'est du maïs qui vient du Nigeria. N'est-ce pas? Le riz, en tonnage, s'il n'y a pas le riz qui vient de l'Indonésie, un peu partout là, tu vas faire des semaines sans manger du riz. N'est-ce pas? Parce que justement, il y a des ruptures. La quantité qu'on produit, la quantité là ne peut pas permettre de couvrir. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas consommer local. N'est-ce pas? Ce n'est pas à cause de la cherté, mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Les dépôts de vente au niveau de Nigeria, là, vous allez acheter par exemple cette semaine. Dans 2 semaines, vous allez retourner pour demander, on va vous dire, il n'y en a pas. Alors vous allez faire quoi? Vous êtes obligé de vous rabattre sur ce qui est importé. N'est-ce pas?
C'est malheureusement la situation telle qu'elle se présente. Sinon, les gens ont de plus en plus tendance à vouloir consommer localement ce qui est produit localement. Tu t'imagines même le niébé qu'on consomme là, souvent ça vient en quantité, ça vient de ces pays-là. Un peu du Burkina, un peu de... Parce qu'ils font en quantité importante. Il faut d'abord accroître la production agricole. C'est ça le premier enjeu, n'est-ce pas? Accroître la production. Mais bien sûr. Oui, peut-être bien dans sûr. les différents autres secteurs. Maintenant, au niveau du vestimentaire, est-ce qu'on a une seule usine de textile aujourd'hui? Alors, C'est vendu et fermé. alors c'est fermé. N'est-ce pas? La brasserie, l'unique, c'est fermé. La STA, qui produit des produits pour les enfants, ça aussi, ça se débat dans des difficultés. Et on va dire consommer local. Alors, consommer local, c'est la bouche qui va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a lieu Non. de faire à Mais ce c'est qu'il y a niveau? lieu de Parce faire, que c'est les qu'il faut devises quittent encourager. le pays et c'est ça le Il faut problème. encourager. Et ça Non, cause de c'est ça à pas- partir de... c'est pas compliqué, on ne se contente Quand pas. on voit des Moi, gens j'ai qui dit- achètent des j'ai bazins, dit- on dit Non, Getzner, mais 50 non, 000. mais parce que les gens vont aller. 30 non. 000 minimum. Mais alors, Mais est-ce que Oui. c'est- mais est-ce que c'est Et normal parfois, que il faut- Est-ce que c'est le normal que le Niger n'ait pas une compagnie de textile? Oui. L'Unitex là qu'on a connu là. Voilà. Jusqu'à Unitex. Il n'y a Non. rien aujourd'hui. Est-ce que c'est Non. normal dans des mais pays? alors, quand l'État a fermé les yeux, voit ces sociétés-là fermées, n'est-ce pas? On ne trouve même pas des partenaires qui vont venir dans le cadre du partenariat pour pouvoir les relancer. Quand je prends par exemple la Branigère qui nous faisait notre Coca-Cola, nos machins, ça a fermé. L'État a fermé les yeux. Alors, c'est naturel, c'est normal que les autres pays nous inondent avec n'importe quel type de boisson. Parce que les gens, c'est quand même, ils savent que c'est demandé. Ils vont venir nous inonder. Mais alors, à qui la faute? C'est pas parce que les gens ne sont pas sensibilisés. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas les arômes là. Parce qu'il y a des arômes traditionnels comme le sombala, que les gens mettaient dans la sauce, que les gens mettent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien manger ces choses-là que de manger des produits qui nous viennent. On ne sait même pas c'est fabriqué à base de quoi. Mais quand l'État ne met pas l'accent, ça ne peut pas avancer. Bien évidemment, les gens vont se retourner. On est en train de nous inonder. C'est seulement dans notre pays que n'importe quoi rentre. Aujourd'hui, il y a des produits qui rentrent. Vous ne savez même pas si c'est des produits parce que je ne pense même pas qu'il y a un contrôle de qualité qui est effectué aujourd'hui par rapport à certains produits qui rentrent. Des produits alimentaires, hein. Même pas des vestimentaires, des produits alimentaires qui rentrent. Quiconque va de l'autre côté, il trouve c'est moins cher, il vient, il sait qu'il peut vendre au Niger, il va faire rentrer ça au Niger. Alors, ça pose même problème de santé publique aujourd'hui, le problème de l'alimentation. Alors, à partir de ce moment, moi, je pense qu'il ne faut pas incriminer les populations, il faut plus s'en prendre à l'État, qui ne peut pas créer les conditions de protectionnisme. Le protectionnisme, le manque de protectionnisme, c'est ça qui a tué la Branigère, n'est-ce pas? Parce que les gens sont venus s'implanter pour importer des boissons, n'importe quoi. Et ici, on a laissé faire, et aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où ça a créé encore C'était la meilleure brasserie de la sous-région. Avec plein de... L'Enitex, avec plein de gens sans emploi. Alors, pourquoi s'en prendre aux citoyens? Les gens veulent bien consommer local. Mais le tout n'est pas de le dire comme ça, mais encore faudrait-il créer les conditions pour que les gens puissent consommer local. Ce n'est pas que les gens se détournent de leurs produits. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens veulent afficher, montrer ce qui s'est fait chez eux. Mais il faut créer les conditions. Quand les choses se font, il faut protéger. Aujourd'hui, les kilchis, là, c'est quand même un label Niger. Mais aujourd'hui, les kilchis, vous allez un peu partout dans la sous-région, vous allez trouver les kilchis. C'est tellement... Mais alors... Et dès qu'on trouve ça, on dit c'est le Niger. Ça vient du Niger. Ça vient du Niger. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il n'y a pas de protectionnisme, il n'y a pas d'encouragement. Ceux qui veulent investir, au bout de 2 ans, 3 ans, avec les taxes, impôts et tout, tu tombes. Et tu es obligé d'abandonner. Merci beaucoup. Il faut donc des gros efforts. Oui. Par exemple, concernant le côté vestimentaire, vous savez, la dernière fois, je voyais une publication sur un site économique. On me dit que le Mali est le premier producteur africain de coton. De coton. De coton, ah bon. Mais alors, voilà un pays qui a le même climat que le Niger. Au Burkina, on produit du coton. Au Niger, on ne produit pas du coton. On a abandonné. Pourquoi on ne fait pas la promotion de la production du coton pour pouvoir avoir des fibres qui puissent permettre de construire des parce que parfois, les paysans n'ont pas accès à certains produits il faut les et ça les décourage. C'est une politique. Ça le souci. La politique agricole, là, c'est une politique. C'est l'État qui doit les aider. C'est l'État qui doit faire ça. Faisons en sorte qu'on puisse produire le coton aussi. Et transformer le coton sur place. Mais parce que si on a le coton, on aura forcément besoin d'une usine de textile qui va s'implanter.
Et donc, c'est deux choses qui se suivent. Et pourquoi ça marche là-bas, ça ne marche pas ici? C'est tout simplement, il n'y a pas de politique. Il ne faut même pas te limiter. Moi, je me projette, comment dire, dans le temps. Il y avait une huilerie sur la base de l'arachide. La Sonara a été créée sur la base de la commercialisation. Mais aussi, alors, mais tout ça là, c'est parce qu'il y a eu un délaissement que, bon, les populations, les paysans, bien évidemment, parce qu'on a dit non, c'est les cultures céréalières. Hussein, merci beaucoup. Nous allons passer. Mais non, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. On est obligé de prendre des huiles dans des bidons de 20 litres. On ne sait même pas c'est quel type d'huile. Merci beaucoup. Et c'est ça que les gens mangent et tombent malades. Donc, beaucoup de choses pour arriver à faire cette promotion du consommer local. Il faut dire que la décision au niveau de l'UEMOA avait été prise en octobre 2019 par les ministres en charge du commerce des pays de l'UEMOA qui estiment en effet qu'au niveau de chaque pays, si les citoyens essayent de consommer local, ça peut être producteur de devises, ça peut permettre donc au monde rural de pouvoir avoir accès à beaucoup de ressources financières. Merci beaucoup. Nous abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse de ce soir. Retour au calme lundi au Burkina après 3 jours de crise politico-militaire qui a abouti dimanche à la démission du lieutenant-colonel Henri Paul Sandaogo Damiba au profit du capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso. Il a 34 ans. Ce nouvel homme fort a eu une séance de travail aussitôt après avec les secrétaires généraux des ministères qui assurent l'expédition des affaires courantes. Maïmoun Diado, que fait-il comprendre de ce coup d'État du 30 septembre 2022 au Burkina Faso, un coup d'État, il faut le dire, qui arrive après celui qui avait été donc perpétré en janvier 2022 et qui avait occasionné la chute de l'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a comme l'impression que en Afrique, ou bien quand je regarde l'Afrique de l'Ouest, c'est des coups d'État. Déjà que nous avons les coups d'État en Guinée, au niveau du Mali, le Burkina Faso, et ce sont les mêmes qui ont fait renverser l'ancien président, qui l'ont placé et qui reviennent aujourd'hui encore le déloger de la présidence pour motif qu'il n'a pas suivi l'agenda à lui confier au moment où il a été placé à la tête. Mais qu'est-ce qui a été à la base de ça? Est-ce une surprise selon vous? En fait, ça se chuchotait déjà. Ah bon. On savait ça se chuchotait parce que quand les choses commencent à bouger... C'est vrai, il y a eu un incident à Gueskende. Voilà, avec l'attaque du convoi de Djibo, il fallait s'attendre à un événement comme ça et un soulèvement également de la population. Tout cela, c'était vraiment... on savait qu'on allait peut-être arriver à ça. Bon, là, ce n'est pas le problème. Maintenant, il y a eu un coup d'État. Mais est-ce que ça va changer grand-chose? Oui, puisque s'il faut faire un coup d'État, parce que vous pensez que l'autre a eu son agenda, il n'a pas pu respecter son agenda. Face à l'insécurité, par exemple, quand je prends la situation de l'insécurité. Mais est-ce que lui, celui-là qui vient d'arriver, est-ce qu'il est à mesure de ramener la sécurité à tout le peuple burkinabé? Et loin du peuple burkinabé, le pays du Sahel, puisque nous sommes confrontés. C'est la frontière qui nous sépare du Burkina Faso aujourd'hui, c'est impraticable. Ça veut dire qu'on ne peut pas se hasarder aujourd'hui, un Nigérien ne peut pas se hasarder aujourd'hui à aller vers le Burkina Faso par voie terrestre. Ce n'est pas possible. Oui, il y a ceux qui le font, mais ils prennent le risque. Comme on dit. Ils prennent le risque. Merci, Mamoui Diado. Mais je n'ai pas encore fini. Mais est-ce que ça peut résoudre tous ces problèmes-là? Si ça ne peut pas résoudre tous ces problèmes-là, je ne vois pas dans ce cas, il faut qu'on s'attende encore à un autre coup d'État. Est-ce que c'est comme ça? Parce qu'à ce niveau, il faut rappeler justement que celui qui a fait partir Damiba, c'est toujours le camp
présidentielle, c'est des militaires de son propre camp. C'est des militaires de son propre camp, c'est ce que je suis en train de dire. C'était donc un chef à la tête de l'État, c'était le chef du régiment d'artillerie de Kaya. Puisqu'ils lui ont confié un agenda, il n'a pas pu, en tout cas, suivre textuellement ce qu'on lui a dit de faire. Maintenant, celui-là qui est là, donc ça veut dire que si lui aussi, dans quelques mois, il n'arrive pas à régler cette situation d'insécurité, ça veut dire qu'il y aura un autre coup d'État. Et cette fois-ci, vous craignez une instabilité c'est ça. Perpétuelle à ce niveau. C'est une instabilité. Est-ce que vous avez ce même point de vue puisqu'à ce niveau, c'est vrai, c'est le camp présidentiel des militaires qui reviennent, qui disent le patron n'a pas bien fait ce travail. Oui, c'est la même junte. Le mouvement patriotique pour le salut et la République, je crois. Oui. Le MPSR, c'est le même MPSR. C'est juste une révolution de palais. Moi, je suis foncièrement contre les coups d'État. Moi, j'ai condamné celui du Mali, j'ai condamné celui de Guinée, j'ai condamné celui de Damiba, et je condamne celui-là. Mais le plus important, c'est quoi? Comme l'a dit Memouna, vous savez, on a fait un coup d'État à Roch, on dit Roch n'arrive pas à gérer la question de la sécurité. Damiba a dit non, tu es incapable, tu ne peux pas. Donc, il est venu. Hop, des attaques jusqu'à celle qui a eu lieu, Gaskindé. Et puis Djibo, l'attaque du convoi, qui a amené des vivres. Pop, les terroristes ont tout détruit. Donc, maintenant, toi, tu dis, non, oui, Damiba a échoué, on le remplace. Damiba dit, d'accord. Vous me remplacez, j'accepte. Mais voilà mes conditions. Ramener la sécurité, mais ce n'est pas une partie, ça ne sera pas facile. Moi, j'ai déjà vu les premières mesures, il dit, oui, s'il y a des véhicules au niveau des ministères qui sont en panne, on ne fait pas la guerre comme ça. Hein. J'ai comme l'impression que ça tâtonne, mais moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que le petit... Mais on a l'impression quand même qu'il y a eu des applaudissements. Et non, que... l'être humain vit d'espoir. Vous savez, le peuple burkinabé est en train de souffrir. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, il préfère s'accrocher à cette branche-là. La branche de l'espoir, là. Quand on est en difficulté, là, dès on s'accroche. C'est comme ça, c'est humain. Vous comprenez? Parce qu'ils espèrent, ils ont fait la même chose quand Damiba est venu. Bien sûr. Donc, voilà. Et ce sont les mêmes qui sont venus pour applaudir Traoré. Et ce sont les mêmes. Quand Traoré va être descendu, vous allez voir les mêmes gens. Si vous prêtez attention sur les vidéos, vous avez les mêmes visages qui vont venir applaudir. Parce que quand un peuple il a tendance à vouloir s'accrocher à des espoirs. Mais les coups d'État ne règlent pas le problème. Et puis, le plus important, c'est quoi? Ce que ce militaire a pris le pouvoir, c'est qu'il y a un calendrier de transition, puisque c'est la même junte, qui doit être respecté. Pour qu'il puisse justement renoncer, selon lui, il y a la question du respect des attentes de la CEDEAO. Et parmi ces attentes, il y a la question du passage ou de la transmission du pouvoir aux civils avant juillet 2024. Voilà. Le petit... Est-ce qu'il sera à la hauteur de toutes ces attentes? Mais il sera à la hauteur, puisque c'est le même système. Hein. C'est le même régime, c'est la même junte. Donc, le chronogramme est là et le petit semble animé de très bonne volonté. Merci, très bonne volonté. Il n'est pas en train de... Avec cette très bonne volonté... Non, attends, le petit n'est pas en train d'aller à vouloir ramer à contre-courant de la dynamique. C'est un petit qui est très intelligent. Oui, Hussein Issa a terminé rapidement. Quelles doivent être les priorités aujourd'hui d'Ibrahim Traoré, rapidement, pour pouvoir tourner cette page? La priorité, c'est d'abord la sécurité. La sécurité. Dans un pays, il y a pratiquement... presque la moitié du territoire qui n'est plus contrôlé par l'État central. Avec environ 2 millions de déplacés sur l'ensemble du pays. C'est très grave la situation au Burkina. Bon, il y a une zone qui est carrément coupée, qui est assiégée, Djibo, là, une province. Bon, j'ai dit, c'est extrêmement difficile ce qui se passe, ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a espoir avec l'arrivée? Oui, je pense qu'il y a espoir, parce que le problème, c'est que, en réalité, c'est que c'est, comme on avait dit, et même chez nous, un peu, on peut expliquer, c'est que les gens ont laissé faire. Parce que face à des situations comme ça, il faut être dans l'offensive. Pendant longtemps, on est resté dans la défensive. On attend, il y a une attaque, les gens font la poursuite. Alors qu'on peut aller les chercher et les détruire. Est-ce qu'on fait ça? Malheureusement, aujourd'hui, je pense que... Ça, c'est l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'il y a d'autres priorités, puisqu'il ne nous reste qu'une poignée de secondes? Moi, je dis la priorité, il faut mettre les choses en place d'abord avant d'aller à des élections. Parce que le problème du protocole de la CEDEAO, c'est un protocole où on ne respecte que les élections. Il n'y a que les élections qui sont en vue, mais la bonne gouvernance.
Parce que tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, il faut s'attendre à des troubles dans nos pays, n'est-ce pas? Parce que les gens utilisent le canal de la démocratie pour arriver au pouvoir, au lieu d'apporter des solutions aux préoccupations des populations. Les gens préfèrent plutôt chercher à accumuler, à s'enrichir sur la base des deniers publics. Et c'est ça qui crée des frustrations, parce que pendant qu'une minorité est en train de s'enrichir, la masse, la population est en train de s'appauvrir. Et il faut s'attendre à ce que ça implose un jour. Donc il faut la bonne gouvernance. Il faut créer les conditions. Et moi, c'est ça que je condamne la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ferme les yeux. Quand il y a la malgouvernance dans un pays, au lieu d'interpeller, souvent ils encouragent même, ou ils se cachent derrière le chef d'État qui est auteur de cette malgouvernance-là, au lieu de l'interpeller. Parce que quand c'est comme une, comment veut dire... On vous a compris, Hussein Issa, la CEDEAO a mieux à faire en prévenant à travers donc des combats pour lutter donc contre la malgouvernance. C'est ça, c'est l'idée que vous soutenez. Ne vous attendez pas, parce que de plus en plus vous voyez, merci, on vous les a gens bien sont compris. en train de les soldats n'ont plus peur des sanctions. On vous a compris, Hussein Issa. Merci beaucoup, et chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu. Nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Nous disons merci à nos trois invités, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Gaga Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Hussein Issa, journaliste indépendant également. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalangu. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Laolissa. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.